Bonjour à tous. Donc Didier Bourgeois, je suis TSA et je suis aussi agent, référent frelon asiatique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le varroa dans toute sa splendeur. Vous allez voir que, en effet, le varroa, comme vous le savez, c'est un ennemi juré pour nos colonies. Donc aujourd'hui, on va parler du traitement, du comptage, mais pas que. On va aussi parler de son mode de développement, parce que ça, c'est important de connaître comment elle se reproduit au sein de la ruche. On va aussi voir euh, comment on va pouvoir vérifier, comment vous allez pouvoir vérifier l'infestation de vos colonies. Ça se fera par le comptage. Comment on va pouvoir aussi, vous allez pouvoir diminuer le nombre de varrois dans les ruches et aussi comment sélectionner vos colonies qui sont résistantes aux varrois. Et donc à la fin de cette présentation qui va durer à peu près 3/4 d'heure, vous aurez tous les outils en main pour justement lutter contre le varroa. Alors la bonne question qu'on pourrait se poser déjà, c'est, alors je vais voir si je peux avancer mon écran. Voilà. Ce serait pourquoi doit-on faire diminuer le nombre de varrois dans une ruche? Étienne en a parlé tout à l'heure, c'est le premier facteur pour la perte hivernale des ruches. Il n'y a pas que celui-là, mais c'est quand même celui qui est mis en avant dans toutes les revues scientifiques qu'on peut lire et toutes les études qui ont été faites. Alors, quand on parle de varroa, on parle de la varrose. Donc là, je vous laisse lire. C'est quelques rappels que je vais faire en introduction. Et bien sûr, il est arrivé en France en 82 et il s'est répandu très très rapidement chez nous. Quelques rappels encore. Ce varroa, la femelle est plus grosse que le mâle. Le mâle, lui, va mourir après fécondation dans la cellule. Les femelles, elles vont suivre le rythme de développement des colonies, c'est-à-dire qu'en printemps, été et automne, une femelle fondatrice va vivre entre 2 et 3 mois, tandis qu'en hiver, comme nos abeilles, elles vont vivre entre 5 et 6 mois. Alors, si vous avez des questions, on peut les passer par chat, sinon on les passera, je préférerais les prendre à la fin de cette présentation. Donc, voilà ce que ça donne, une colonie qui est vraiment infestée. Donc on voit que c'est vraiment développé un peu partout. Là, il faut vraiment faire quelque chose, sinon forcément la colonie est perdue. Et bien sûr, chaque piqûre d'acarien va provoquer l'import de maladies au sein de la colonie, aussi, surtout au niveau des larves, et va affaiblir forcément les abeilles puisqu'elles vont avoir des malformations, soit au niveau des ailes, soit au niveau de la masse, et va diminuer, je sais plus si je le dis après, mais va quand même diminuer fortement l'abeille, sa durée de vie aussi. On estime qu'une durée de vie d'une abeille qui a été fortement contaminée par le varroa, son espérance de vie diminue de 10 à 30%. Donc le varroa, ce qui est bien à connaître, c'est son cycle de reproduction pour savoir ce qu'il faut faire et à quel moment on peut intervenir. Alors, le cycle de reproduction sur votre gauche, alors je ne sais pas si vous voyez bien ma souris bouger. Si quelqu'un peut me répondre. Oui, on la voit. Oui. D'accord, parfait. Donc, ça va commencer à J0 et ça va se terminer à J21 au moment où l'abeille va naître. Alors, j'ai séparé en deux le cadran, couvain ouvert, couvain operculé. Et là, j'ai numéroté J, c'est pour le jour de la ponte. L, c'est pour larve. Et à partir du moment où il y avait, c'est l'introduction du varroa.
Donc le J0, ben, c'est notre reine hein, qui va donc aller pondre un œuf dans une cellule. La larve va apparaître au bout du 3e jour. Et du 3e jour au 9e jour, la larve va se développer. Et jusqu'au moment où elle va avoir besoin d'être operculée pour pouvoir se développer. Et lorsqu'elle va vouloir se développer, elle va donc émettre des phéromones qui vont être comprises par les nourrices. Et ces nourrices vont donc venir operculer la cellule. Mais ce message il est aussi compris par les fondatrices qui vont donc se trouver sur la nourrice et vont en profiter à ce moment-là, vont comprendre qu'il est temps pour elles hein, de descendre dans cette cellule où se trouve une larve qui va être operculée pour pouvoir se reproduire. Donc c'est un message hein, qui est compris à la fois par les nourrices et par la femelle varroa. Donc une fois qu'elle est introduite dans la cellule, que cette cellule est operculée, au bout de 3 jours, elle va pondre un œuf de mâle. Et c'est toujours comme ça, le premier œuf pondu sera toujours un œuf de mâle. Et puis après, tous les 2 jours, elle va pondre donc des œufs de femelle. Il va y avoir une phase où ces œufs vont se transformer en varroa. Le premier à naître, comme c'est le premier œuf qui a été pondu, c'est un mâle, ben, le premier mâle va naître au bout hein, d'un certain nombre de jours. Donc le 8e jour, à partir du moment où il a été pondu, enfin le 5e jour, à partir du moment où il a été pondu. Ensuite vont naître les premières femelles. Et l'accouplement aura lieu 2 jours à peu près avant la sortie de l'abeille. Si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait hein? Et une fois que... visioconférence. Merci de couper vos micros. Moi, je suis une là. fois que les... Super. Moi, j'ai scotché quelqu'un pour couper les machin, micros. Merci. Et une fois que comment dirais-je, ces varrois femelles auront été fécondées, elles vont donc devenir de nouvelles fondatrices et le cycle va recommencer donc à l'infini. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les femelles ne seront pas fécondées dans la ruche. Donc, on estime à peu près qu'il y a 2,5 femelles sur l'ensemble des femelles qui ont été pondues, qui vont être fécondées lors de ce premier cycle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces femelles non fécondées, si elles ne sont pas tuées par le varroa, enfin par les abeilles plutôt, eh bien, c'est pas grave, hein. Elles vont se remettre sur une abeille nourrice et elles vont retourner dans une opercule. Comme elles n'ont pas été fécondées, elles vont prendre donc en premier un œuf de mâle. Ce mâle va naître, va féconder ce coup-ci sa propre mère et le cycle recommence. Elle va se mettre à pondre des femelles et donc ça veut dire que même si elle n'est pas fécondée la première fois lors de sa première sortie de la cellule, ce n'est pas un problème pour elle, elle sera fécondée au prochain tour, on va dire. Donc on voit que même les femelles non fécondées, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, femelles varrois non fécondées seront fécondées après et vont continuer donc à multiplier le nombre de varrois dans la ruche. Donc là, quelques exemples hein, de sorties de fondatrices. Et en bas, ce qu'on connaît bien, des varrois posés sur des langes graissées. Alors, quelques vérités, j'en ai déjà parlé. Hein, la multiplication du varroa dans le couvain, c'est 2,4 à peu près. Après, on a parlé déjà tout à l'heure des arrêts de ponte. Et ça, les arrêts de ponte, c'est un bon moyen de ralentir en effet la progression du varroa dans la ruche. Alors, ils existent à différents moments, en hiver forcément, en absence de nourrissement, la reine s'arrête de pondre, et puis en arrêt d'été, hein, ou lors d'encagement de reine, mais on en reparlera un peu plus loin, ou lors d'essaimages, de remérage, blocage de ponte. Donc tout ça, c'est
comment dirais-je, c'est important de l'avoir aussi en tête, puisqu'on va pouvoir se servir de ces méthodes-là pour pouvoir lutter contre le varroa. Une autre vérité aussi, hein, on sait qu'à partir de 1000 varrois dans une colonie, on estime que cette colonie est perturbée, puisque forcément, il va y avoir un développement des virus. On va commencer à observer des colonies qui vont ne pas être très très bien. Un couvain aussi qui risque d'être en trouble. On va commencer à avoir pas mal de trous dans nos couvains. D'habitude, un beau couvain bien sain, il n'y a pas de trous à l'intérieur. Donc là, dès qu'on commence à voir ces signes-là, on peut s'inquiéter, savoir si c'est une infestation de varroa dans la ruche ou pas. Et bien sûr, une diminution d'activité. Et donc, si on a une diminution d'activité, on aura bien sûr une production de miel aussi qui va chuter. Ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est qu'en hiver, il faudrait que l'on n'ait que 50 varrois, alors que 50, moins de 50 varrois résiduels dans la ruche pour pouvoir repartir sur une nouvelle saison et être sûr de pouvoir ainsi maîtriser au mieux le pourcentage de varrois dans la colonie qui aura donc passé l'hiver. Alors, justement, maintenant, on va parler un petit peu des médicaments ayant une AMM, donc une autorisation de mise sur le marché. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces médicaments sont vraiment efficaces et est-ce qu'ils ne vont nous laisser que 50% ou 50 varrois résiduels dans la ruche? Alors, pour ça, je vous ai mis un tableau. Il n'y a pas tous les médicaments. Il y en a certains, c'est ceux qu'on utilise le plus. Et vous voyez que ces médicaments-là, si on regarde l'efficacité globale, c'est très variable, puisqu'on part, si on commence à gauche avec l'apibioxal, donc l'acide oxalique, on est entre à peu près à 99%. L'acide formique, on est à peu près à 96%. Et après, on voit que ça varie entre 70 et 95. Donc, on est sûr qu'avec un traitement, quel qu'il soit, on ne va pas détruire le varroa complètement dans nos colonies. Donc, il va toujours rester des varrois résiduels. Maintenant, la bonne question de savoir, c'est combien il en reste et comment on peut le savoir. Alors aussi, l'autre traitement dont a parlé Étienne tout à l'heure, c'est l'oxybi, c'est ce fameux traitement à l'acide oxalique qui est assez facile d'utilisation, donc que j'ai mis là en plus. Donc, on parle souvent de varrois résiduel. Qu'est-ce qu'un varroa résiduel? Tout simplement, c'est le nombre de varrois qui va rester après traitement. Donc, si on a 2000 varrois dans notre ruche et qu'après traitement, il en reste 100, donc ça veut dire qu'il reste 5% de varrois dans notre ruche, mais 5% de 2000, ça fait qu'il en reste quand même 100. Et là, si on regarde du coup le taux d'efficacité de nos traitements, il est de 95%. Donc un très bon taux d'efficacité, mais comme on a beaucoup de varrois dans la ruche, ça veut dire que si on fait un traitement d'été et qu'on a 2000 varrois avec un taux d'efficacité de 95%, on a encore 100 varrois. Donc on est bien loin du nombre de varrois que l'on souhaite avoir pour hiverner nos colonies, puisque là, on est assez élevé. Donc, tout ça pour vous dire que le taux d'efficacité que l'on voit ici, ça n'est pas une garantie à 100% que vous aurez que moins de 50 varrois dans vos ruches. Donc, il faut pour ça vérifier quand même autre chose. Donc là, c'était des petits... j'ai sorti ça des différents tests qui ont été faits par alors j'ai dû le marquer, la FNOSAD, avec l'Apivar. Voilà, ils disaient qu'ils avaient eu 95% de réussite sur 159 colonies en 2016. En 2015, ils avaient fait la même chose, mais ils avaient eu que 78% de réussite.
Donc on voit que le pourcentage aussi des taux d'efficacité, il peut varier. Alors il varie en fonction de plein de choses. Ça varie en fonction de la météo, de la façon dont vous mettez vos traitements, à quelle période. Voilà. En plus, on s'aperçoit que pour l'apivare, et on a une apparition de la résistance, car justement, des fois, il est mal utilisé. Et on est obligé maintenant de le laisser entre 10 à 12 semaines. Mais il faut bien penser quand même à l'enlever. Souvent, on a tendance à laisser justement ces lanières dans les ruches et il faut éviter. Il faut vraiment les enlever avant le début de l'hivernage. Donc ça veut dire qu'il faut bien maîtriser à quel moment on va introduire ces lanières dans les ruches, de telle façon qu'on puisse encore les enlever suffisamment tôt avant d'hiverner nos ruches. Et en plus, il faut bien penser à déplacer ces lanières en fonction du mouvement de la grappe. Puisque si, on sait, souvent les grappes bougent pour X raisons, et donc il faut bien réouvrir nos ruches. Et justement, par exemple, au bout de 5 semaines, regarder à quel endroit se trouvent nos ruches, se trouve notre grappe, et déplacer donc les lanières. Alors, un autre traitement, on a parlé aussi tout à l'heure, qui a un taux d'efficacité un peu plus bas, celui-là, puisqu'on est autour de 70 à 80%. Et là, c'est pareil, on voit que les colonies qui ont plus de 50% de varroa, là, ça représente 70%, et celles qui en ont moins, 31%. Donc là, tout à l'heure, Étienne l'a dit, il faudra donc, pour ce type de traitement, toujours l'associer avec de l'acide oxalique afin de pouvoir renforcer la perte donc, du varroa avant de pouvoir hiverner nos ruches. Il y a un phénomène que l'on ne prend pas suffisamment en compte, c'est ce qu'on appelle la réinfestation de nos ruches. Parce qu'on peut avoir été les meilleurs dans tous les traitements que l'on a parlé. On peut avoir fait tout comme il faut, mais malheureusement, il y a des dérives d'abeilles, il y a des pillages de colonies faibles. Et il y a une étude italienne qui indique qu'une réinfestation est faible au printemps. C'est à peu près un varroa par jour. Mais dès qu'on arrive à l'été et surtout au début de l'automne, cette réinfestation peut passer de 2 à 14 varrois. Donc, encore une fois, il faut vraiment faire attention à tout ça. Éviter d'avoir donc des colonies faibles pour éviter d'attirer d'autres abeilles et d'avoir de la dérive qui pourrait justement nous apporter du varroa non désiré puisqu'on aurait traité nos ruches. Et le nombre de varrois, voilà, 50 varrois, c'est 1000 varrois 60 jours plus tard. Donc vous voyez, la courbe est exponentielle lorsque l'on a 50 varrois dans une ruche. Et au bout de 60 ruches, au bout de 60 jours, ça ne fait rien, on voit qu'on monte facilement à 1000 varrois. Donc, on suppose qu'on a bien fait nos traitements, qu'on est très satisfait de la façon dont on a opéré. Mais maintenant, il faut quand même être vraiment sûr du taux d'infestation, puisqu'il y a pu y avoir des dérives, il y a pu y avoir un problème lors du traitement, quel qu'il soit. Il faut quand même donc vérifier, et ça c'est quelque chose que l'on ne fait pas assez à mon avis. Et il faudrait vraiment qu'on s'y mette tous et ça nous permettrait d'avoir vraiment une vue globale de nos essaims et de savoir justement quelles sont les colonies ou ruchers les plus infestés. Et on s'aperçoit en plus que dans un rucher, il peut y avoir des colonies qui le sont plus, des colonies qui le sont moins. Et ça, c'est important de repérer justement déjà ces colonies qui le sont moins infectées et de les suivre dans le temps. Et au contraire, d'essayer plutôt d'éliminer les colonies qui sont fortement infestées, puisque c'est ces colonies-là qu'il faudrait peut-être éviter de reproduire.
Alors, comment on fait pour inspecter? On peut déjà regarder tout simplement ces abeilles. Et là, je vous ai mis une petite flèche rouge pour vous dire que voilà, quand on regarde sur un cadre s'il y a du varroa, ce n'est pas facile à voir, parce que souvent il se cache. Et donc, on peut dire que c'est délicat et peu fiable. Tu veux voir ou pas? Et donc, il y a d'autres méthodes. Il y a le test de lavage au sucre glace. Alors, mettre en place, ce n'est pas très compliqué. Il faut un petit peu de matériel. Il vous faut 2 à 400 grammes de sucre glace. Alors, la base, c'est 300 abeilles. Alors, pour avoir 300 abeilles, il faut un verre doseur ou alors il faut tout simplement, on estime qu'une abeille, ça fait 0,14 grammes. Si on multiplie par 300, ça fait 42 grammes. Donc, si vous prélevez dans un récipient 42 grammes d'abeilles, vous aurez à peu près 300 abeilles. Ensuite, il vous faut un pot et un couvercle grillagé, une plaque blanche. Et une fois que vous avez réuni tout ça, il vous suffira pour la méthode de placer les abeilles collectées dans le verre doseur, enfin dans le verre avec le couvercle grillagé, d'ajouter le sucre glace. Alors le sucre glace, on le rajoute, hop, on a mis les abeilles, on le rajoute après, par-dessus, justement comme c'est grillagé, ça permet de descendre. Après, on secoue énergiquement pendant 1 minute. On laisse reposer les abeilles pendant 1 minute. Et après, donc, on va aller saupoudrer notre pot avec grillagé sur cette plaque blanche. Et c'est ainsi que l'on va donc pouvoir trouver et voir les varrois qui se seront décollés des abeilles, donc les varrois qu'on appelle phorétiques. Et ça va nous permettre de pouvoir ainsi les compter. Alors, je vous rappelle qu'on est sur 300 abeilles, donc si on veut faire un pourcentage, il faudra diviser par 3 le nombre de varrois trouvés, et ainsi vous aurez le pourcentage d'infestation dans vos colonies. Alors ça, c'est une méthode qui marche bien, qui n'est pas trop compliquée à mettre en place. On pourrait se dire, les pauvres abeilles, oui, vous avez raison, ces pauvres abeilles, elles sont quand même un petit peu maltraitées, c'en est 300. Mais a priori, il n'y a qu'un taux de mortalité qui n'est pas très importante, puisqu'il est de 10%. Alors, il y a une autre méthode qui est quasiment la même, mais ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans toutes les boutiques maintenant. Ça s'appelle EasyCheck. Alors, on peut faire aussi ça avec d'autres méthodes. Là, par contre, alors on peut le faire aussi avec du sucre glace, mais là, je vous ai montré une autre méthode et qui consiste à utiliser de l'alcool à brûler. Alors, toujours pareil, c'est toujours le même pourcentage, c'est 300 abeilles. Et là, on va secouer, donc on va mettre ces abeilles dedans, on va mettre le produit. Alors là, bien sûr, vous ne récupérez pas vos abeilles. Et ça vous permettra aussi à la fin, comme on le voit en bas à droite, de pouvoir compter le nombre de varrois. Un autre moyen qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est le fait de désoperculer du couvain de mâles pour connaître le nombre et l'infestation. Donc ça, c'est un moyen qui est faisable lorsqu'on fait du retrait de mâles, tout simplement, mais qui est long et puis il faut le faire en moyenne sur 200 cellules. Et si on estime qu'il y a 4% de ces cellules qui sont infestées, ben là, il faut mieux traiter. Un moyen qui est facile à repérer, c'est la chute naturelle. Alors moi, je prends une loupe, ça permet de grossir et puis de mieux voir. On peut mettre aussi quelque chose de grillagé sur la feuille. Moi, j'ai des fonds de tiroir qui sont marrons, donc j'ai rajouté une feuille blanche. Et ça me permet comme ça de repérer plus facilement le varroa, un petit varroa que l'on voit ici.
Et ce que je voulais aussi insister, c'est que là, on est en train de parler des varrois donc, phorétiques, hein. Ce sont les varrois qui vont se trouver sur les abeilles. Et ce pourcentage de varrois, il est très faible, hein, puisqu'il est entre 15 et 20%. Donc ça veut dire que 80% des varrois ne sont pas donc, sur les abeilles, mais vont être au sein des cellules, puisqu'elles vont être en train de se reproduire. Et donc, c'est bien là qu'il va falloir aussi agir. Donc, c'est en traitant ces abeilles phorétiques hein, qu'on va donc diminuer le nombre de varrois dans les cellules et ainsi faire chuter fortement la pression des varrois sur nos abeilles. Bon, ben là, c'est des schémas hein, qu'on retrouve un petit peu partout. Hein. Encore une fois, on part de 50 varrois et puis on voit que si on ne fait rien, la courbe, elle est exponentielle. Elle suit forcément la courbe hein, du nombre d'abeilles, puisqu'il y a plus de cellules d'abeilles à cette période-là qui sont occupées, donc forcément le varroa augmente. Donc on voit qu'à partir hein, du mois de juillet, si on ne fait rien, ça continue, et puis après on arrive dans une zone vraiment très délétère pour nos abeilles. Alors maintenant, on va parler un petit peu de seuil. C'est-à-dire que pour le test de lavage, une fois que vous aurez fait un test de lavage, soit avec du produit à base d'eau, soit avec du sucre glace, on peut, avec cette moyenne-là, savoir s'il faut déjà traiter ou pas nos ruches. Donc, début printemps, si vous avez moins de 1% de varroa, on estime que c'est bon. Début mai, si on est en dessous de 3%, c'est pareil, on estime que c'est bon. Pour le mois de juin, c'est en dessous de 5. À partir du mois de juillet, là, on estime que c'est 2% de varroa. Et à partir du mois de septembre et octobre, on doit être en dessous de 1%. Donc là, encore une fois, rappelez-vous, il y a 300 abeilles, donc il faudra diviser votre nombre de varroa trouvés, et puis ça vous donnera comme ça le pourcentage. On peut faire la même chose hein, aussi pour les chutes naturelles. Hein. C'est celle qui est la plus facile quand même à faire et qu'on peut faire tout au long de l'année de façon assez rapide. Donc là, c'est pareil, à partir de maintenant, hein, si par jour, vous avez, on va dire ce coup-ci, plus de 3 varrois par jour, il faut traiter. En juillet, si vous en avez plus de 10 par jour, il faut traiter. À partir du mois de septembre, si vous en avez moins de 4, enfin si vous en avez plus de 4, il faut traiter, voire 4 déjà c'est pas mal, il faut traiter aussi. Et là, à partir du mois de novembre, décembre, janvier, ce ne sera pas par jour, mais ce sera par semaine. Et donc, à partir du mois de novembre, là, vous faites un comptage par semaine. Et si sur une semaine, vous constatez que vous avez plus de 3 varrois par semaine, pareil, là, il faudra traiter. Alors ça, c'est un moyen assez rapide pour pouvoir repérer hein, vos colonies qui sont infestées ou qui ne le sont pas. Et de pouvoir suivre aussi la constance de vos colonies, puisque l'on s'aperçoit qu'il y a quand même des abeilles, enfin des colonies qui sont plus propices pour se débarrasser du varroa que d'autres. Donc, pour faire un suivi de vos colonies, je vous quand même préconise de faire du comptage et de garder précieusement ces informations d'une année sur l'autre. Et ainsi, vous pourrez comme ça repérer vos colonies qui sont les plus prometteuses pour mieux lutter contre le varroa. Alors, pourquoi utiliser l'acide oxalique? On en a déjà parlé tout à l'heure. Hein. Vous avez vu que là, on a moins de 50 varrois, c'est le trait rouge. Forcément, à partir du mois d'août, eh bien, c'est là où l'infestation des colonies est la plus forte. Et en général, c'est à partir de ce moment-là où nous, on va traiter. Avec n'importe quel produit, on va traiter. Donc forcément, ça va faire chuter fortement, ou plus ou moins fortement, le nombre de varrois. Mais après, le varroa va se redévelopper dans le couvain existant juste avant l'entrée en hivernage.
Et c'est justement à ce moment-là, quand il va y avoir un arrêt de ponte, qu'il va pouvoir être utilisé. Alors, il peut être utilisé à partir de ce moment-là, mais pas seulement, hein, on en parlera tout à l'heure. Il peut être utilisé à chaque fois qu'il va y avoir des arrêts de ponte, hein, qui soient naturels ou qui ont été, disons, provoqués. Donc, le traitement à l'acide oxalique, hein, diminue la pression du varroa, tue le varroa résistant aux acaricides. Ça aussi, on a vu qu'il y avait quelques résistances aux certains produits. Donc, c'est un excellent moyen pour augmenter le taux d'efficacité. Hein. Quand, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, en décembre, en l'absence de couvain, l'été, sur des paquets d'abeilles ou sur des essaims que vous avez récupérés. On dit toujours en l'absence de vent. En hiver, surtout, des températures inférieures entre 5 et 10 degrés pour qu'on ait des abeilles bien en grappe et que l'on puisse bien pouvoir mettre le produit sur l'ensemble de la grappe. Alors ça se fait beaucoup par écoulement et on mettra 5 ml de cette préparation entre chaque cadre occupé donc par des abeilles. Donc c'est pour ça que c'est assez facile à faire. On l'a fait nous cet hiver sur le rucher. Il y avait, je ne sais pas combien, une vingtaine de ruches à traiter et ça a été fait en l'espace de, je crois, 3/4 d'heure. Hein. C'est assez rapide. Il faut être au moins 3 personnes pour pouvoir traiter. Ça va quand même plus vite. La chute du varroa, elle va durer durant, encore une fois, une semaine. Et rappelez-vous que ça a un taux d'efficacité de 95-90% et qu'on n'atteindra pas le 100% pour tuer le nombre de varrois. Donc encore une fois, il faudra quand même continuer à faire du comptage, puisqu'encore une fois, ça va dépendre du nombre de varrois que vous aurez eu dans votre ruche à partir du moment où vous aurez traité à l'acide oxalique. Alors l'acide oxalique, hein, encore une fois, on ne peut pas l'utiliser tous les mois, puisque ça va quand même attaquer la cuticule. Apparemment, ça acidifie aussi momentanément l'intestin des abeilles. Donc on le préconise de le faire une fois, mais j'ai vu tout à l'heure dans les discussions qu'on pouvait le faire. Apparemment, une personne le faisait 3 fois. Donc je pense qu'il faut le faire à des moments bien précis. Bon, là, je passe, hein, c'est seulement toutes les explications, tout ce qu'il faut faire pour respecter l'utilisation de ce produit. Hein. C'est quand même de l'acide, donc il y a des recommandations et on ne fait pas ça dans n'importe quelle condition. Si on regarde les abeilles résistantes au varroa, le comportement des abeilles qui ne sont pas résistantes au varroa, c'est lequel? Donc il y a la reine, elle pond un œuf. Ensuite, hein, la larve, elle est nourrie. Au bout du 9e jour, la larve, elle va être operculée, encore une fois. Et c'est à ce moment-là, justement, hein, que notre petite femelle varroa fondatrice va repérer ce moment-là et va pouvoir redescendre dans la cellule pour pouvoir se reproduire. Et jusqu'à donc l'émergence de l'abeille avec entre 3 et 6 varrois accrochés sur son dos et des varrois qui peuvent être encore une fois fécondés ou non fécondés. Et au fond de la cellule, hein, les mâles qui vont mourir. Donc les mâles, eux, ils restent, ils meurent tout de suite dès qu'ils ont fécondé le varroa, enfin les femelles varrois, ils restent au fond de la cellule hein, et ce sont les autres abeilles qui vont nettoyer la cellule, qui vont les évacuer. Et c'est souvent eux qu'on trouve, des fois on voit des varrois un peu blancs, c'est souvent les mâles qui ont cette couleur-là. Maintenant, quand on regarde des abeilles qui sont résistantes à varroa, elles ont un comportement un petit peu différent, hein, c'est-à-dire qu'elles vont repérer par quel moyen, je ne sais pas trop, mais je pense qu'il y a une question d'odeur hein, quand même. Elles le sentent en tout cas. Quand une cellule est fortement infestée,
Et du coup, elles vont aller désoperculer la cellule et évacuer aussi donc cette larve hein, qui aura été contaminée. Donc ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas observer parce qu'on n'a pas de caméra dans les ruches pour voir tout ça. Donc encore une fois, hein, c'est justement le comptage du varroa de vos colonies qui vont être un très bon indicateur pour pouvoir justement repérer ces colonies et éviter de garder des colonies qui sont infestées tous les ans et que vous devez traiter 2 fois, par exemple 3 fois, on ne sait jamais, pour éviter de les faire reproduire. Donc là, on est en train de parler un petit peu de sélection et c'est un très bon moyen pour justement lutter aussi contre le varroa et aussi diminuer l'usage de traitements qui est obligatoire pour le moment, mais si un jour on pouvait s'en passer, forcément, ce serait l'idéal. Ça, c'est la même chose hein, que tout à l'heure, c'est ce que j'ai expliqué. On voit que les abeilles repèrent qu'il y a un varroa dans la cellule et ils viennent donc l'enlever. On va parler maintenant des méthodes biotechniques. Il y en a plusieurs. Et une méthode qui est bien connue, hein, c'est le retrait de couvain de mâles. Alors le retrait de couvain de mâles, il y a différentes façons. Il y a aussi avec des cadres à jambage, ou tout simplement en mettant un cadre de hausse dans une ruche. Moi, c'est ce que je fais, ça marche bien et en plus, c'est facile à découper. Alors la seule façon de faire, et là il faut faire attention, c'est qu'il faut vraiment être précis au moment où on va retirer ce cadre. Il ne faut pas attendre 4 semaines, comme vous le doutez, hein, le varroa, sinon le mâle va naître et le varroa va se répandre. Donc il faut bien enlever ce cadre avant la naissance des mâles. En plus, j'attire votre attention sur le fait que vous avez de la cire et c'est une cire qui n'est pas contaminée et donc que vous pourrez réutiliser hein, après pour la fabrication de cire pour chez vous. Donc c'est une cire d'excellente qualité hein, qu'il faut absolument ne pas gâcher. Donc des cadres à jambage, il y a différents modèles hein, avec un bâton droit, un bâton en biais. Et à partir du moment où on va mettre cette interruption, les abeilles vont toujours soit mettre du miel en haut, soit mettre des femelles, hein, la reine va pondre donc des abeilles. Et à partir du bas, ce sera toujours du couvain de mâle. Donc on utilise cette technique, hein, puisqu'on a repéré que les abeilles faisaient comme ça, pour pouvoir justement capter le couvain de mâle et pouvoir comme ça l'enlever et faire diminuer encore fortement la pression du varroa. Alors à ce moment-là, vous pouvez aussi, comment dirais-je, faire du comptage, hein, puisque vous aurez vos 200 cellules en main pour pouvoir vérifier l'infestation. Alors des autres méthodes, on en a parlé aussi, hein, c'est l'encagement de la reine. Alors ça se fait en général, ça dépend un petit peu de l'endroit où vous vous situez en France, mais vers chez nous, c'est plutôt fin juillet, au mois d'août. Après, cet engagement, il va durer en fonction s'il y a du mâle ou pas encore de mâle, entre 21 ou 24 jours. Donc, il vaut mieux compter 24 jours, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Et une fois qu'on a atteint ces 24 jours, on est sûr qu'il n'y a donc plus de couvain. On peut bien sûr pratiquer un traitement à base d'acide oxalique. D'autres méthodes qui existent hein, par sublimation, et là c'est pareil, hein, ça peut se faire à base d'acide oxalique. Je sais qu'il y en a qui utilisent aussi des huiles essentielles pour pouvoir aussi faire tomber le varroa, encore une fois, hors couvain. Une méthode qui commence à émerger, Étienne en a parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'hyperthermie. L'hyperthermie, hein, ça va. Alors, comment ça fonctionne? Le plus simple, c'est de regarder. Quand on voit le couvain, on voit que sa température idéale, c'est 35 degrés. Sa température létale, c'est 45.
Si on fait la même chose pour le varroa, on voit que sa température idéale pour que le varroa se reproduise au sein du couvain, c'est entre 30 et 35, mais que la température létale du varroa qui se trouve dans le couvain, c'est à partir de 38 degrés jusqu'à 41 degrés. Donc, il faut juste trouver la bonne température pour ne pas tuer le couvain, mais que cette température tue donc le varroa. Donc, on va monter dans des caissons qui sont prévus pour. On va donc mettre l'ensemble des cellules, enfin des cadres ayant du couvain, sans abeilles bien sûr. Et on va donc monter à température ce caisson pendant 2h20 à une température qui va se situer entre 38 et 41 degrés. Et au bout de ces 2h20, on pourra donc ressortir ces cadres qui auront retrouvé donc, leur ruche. Donc on voit que c'est une technique qui existe, qui est quand même un peu lourde à mettre en place. Alors en général, c'est fait quand on veut traiter tout un rucher. Voilà. C'est quelque chose de possible. Et encore une fois, des fois dans un rucher, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, toutes les ruches ne sont pas forcément infestées de la même façon. Donc, ce traitement-là est un bon traitement peut-être pour traiter les ruches les plus infestées. J'en ai terminé pour ma présentation. S'il y a 3 choses ou moins 2 choses à retenir, c'est que le varroa, malgré tous les traitements que l'on peut mettre, il y en aura toujours parce qu'il y aura toujours des varroas résiduels. Il ne faut donc pas être sûr, qu'on n'est pas sûr à 100% donc, des traitements. Et donc la meilleure façon de savoir si nos colonies sont bien traitées et si le traitement est efficace, c'est de pouvoir, encore une fois, compter le nombre de varrois. Et si on a un traitement efficace, un nombre de varrois bien descendu avant l'hivernage en dessous de 50 varrois, on est quasiment sûr qu'au niveau des pertes hivernales, on n'aura quasiment pas de pertes hivernales dues au varroa. Donc c'est quelque chose quand même que l'on doit prendre en considération et sur lequel que tout apiculteur peut faire assez facilement. Bon, j'espère vous avoir donné tous les outils en main. Je pense qu'il va y avoir quelques questions. Il y a Étienne qui pourra aussi répondre forcément. Et bah, écoutez, j'attends vos questions. Merci de m'avoir écouté. Merci Didier, c'était une présentation très claire. Tu as des slides qui sont magnifiques. C'est vraiment très, très facile à regarder, à écouter. C'est assez complet, même si bon, on n'a pas développé chaque technique particulière, mais ce rappel sur le cycle du varroa était important. Euh, on s'aperçoit qu'il y a quand même des ruches où on a beaucoup plus de problèmes que d'autres. Donc, le comptage des varroas, faire un traitement, c'est bien, mais savoir si le traitement est efficace, c'est encore mieux. Donc, après les traitements, c'est indispensable. Quand on fait des enquêtes, on s'aperçoit qu'il y a peu de monde qui fait ces comptages systématiquement. Et ça, c'est une grosse erreur, parce qu'un traitement, ça a un coût, ça a des effets secondaires. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer d'en faire le moins possible, d'être le plus efficace possible. Et donc, le but de cette présentation, c'est de vraiment montrer qu'il existe différentes méthodes. Tu as bien insisté sur l'acide oxalique parce que c'est vraiment une méthode qui n'est pas assez utilisée. Et donc, il faut qu'elle soit développée, qu'elle soit connue, qu'on en connaisse les risques et son intérêt, quoi. Après, je vois qu'il y a eu des remarques sur le chat, donc à la fois sur le cycle, mais surtout, je vois sur les abeilles VSH, par exemple. C'est vrai que les abeilles VSH, ce n'est pas la panacée. Les gens s'imaginaient que ça allait résoudre tous les problèmes. Non, c'est déjà très long. Les gens qui s'occupent de cela, ils passent énormément de temps. Il faut faire des inséminations à un mâle. Et donc après, le but, ça sera peut-être un jour d'avoir des ventes de reines VSH, mais on sait qu'après, quand vous remettez ça dans la nature, vous aurez des hybridations très rapidement, et donc on perd très rapidement l'intérêt. Et les ruches,
hein, qui sont les plus atteintes, qui ne nettoient pas, parce qu'on a des abeilles VSH et des abeilles SMH. Il y a des abeilles qui empêchent la reproduction du varroa, hein, à l'intérieur de la ruche. Et donc, ce sont ces abeilles-là qu'il faut arriver à détecter. Et donc, vous avez des ruches qui, chaque année, sont plus infestées et donc qui réinfestent l'ensemble du rucher. Donc, cette sélection, on ne la fait pas suffisamment, à mon avis. Et donc, c'est vraiment essentiel. Traiter, c'est bien, mais sélectionner pour n'avoir que des ruches qui soient les plus nettoyeuses possibles, hein, et qui sachent détecter le varroa à l'intérieur des cellules, c'est vraiment primordial, quoi. Donc là, je te remercie parce que c'était vraiment très, très clair et on va prendre les questions s'il y a des gens qui veulent faire des remarques. Et là, on peut leur donner le micro éventuellement pour. Alors, j'ai quelques questions moi, qui ont été posées donc, en privé. Donc, alors, j'ai une question. Pourquoi ne pas inventer des cadres traités à l'acide oxalique? Là, je n'ai pas la réponse. Parce que Alors, bon, moi, ça me paraît un peu farfelu, hein. C'est quand même dommage d'aller rajouter encore quelque chose dans la ruche. Moi, je dis toujours qu'actuellement, les ruches sont mal ventilées, hein. J'ai vu que dans le sud-ouest, il y avait des gens qui avaient inventé des ruches qui commençaient à pouvoir être mieux ventilées, hein. On a trop d'humidité parfois dans les ruches. Les abeilles, elles dépensent beaucoup d'énergie à diminuer le taux d'humidité, à le réguler. Et donc, si on avait des ruches mieux conçues, je pense que nos ruches d'Adam, il faut qu'elles évoluent. Et j'espère qu'il y a des gens qui se mettent sur le dossier. Par contre, aller mettre des cadres directement imbibés de produits, ça me paraît dangereux, hein. Le système argentin là, qui a été expérimenté par les ZADA, hein, avec des morceaux de carton qu'on trempe dans de l'acide oxalique, qu'on laisse pendant 21 jours dans les ruches. Et au bout de 21 jours, on refait un nouveau traitement avec des cartons qu'on trempe comme ça. Donc, on ne connaît pas du tout, hein, la quantité d'acide oxalique qui est imprégné dans les cartons et on laisse pendant 42 jours de l'acide oxalique. Donc, moi, je ne voudrais pas consommer, hein, de miel qui proviennent de ces ruches personnellement, même si on le fait hors récolte, hein. Ça se fait au mois d'octobre, mais je pense quand même que ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas actuellement et il faut que la recherche travaille là-dessus et qu'on ne se lance pas dans des programmes comme ça sans qu'il y ait vraiment de la recherche qui nous donne toutes les infos pour connaître les résidus. On vend du miel et il faut que notre miel il soit indemne, hein. Et donc là, on a des progrès à faire. C'est pas le tout hein, on a de la chance l'année dernière avec le confinement, les ventes de miel ont progressé, hein, en France alors qu'on était en perte de vitesse par rapport aux pâtes à tartiner. Et donc, ça serait dommage qu'un jour il y ait un scandale qui éclate avec des quantités d'acide oxalique, d'acide formique ou autres qu'on retrouverait en quantité un peu élevée dans les miels, hein. Il n'y a pas de limite de résidus actuellement sur ces produits, mais si on a des quantités qui augmentent, on peut avoir des effets à la longue. Donc, n'allons pas râler contre les pesticides pour, d'un autre côté, mettre des produits qui ne sont pas contrôlés, quoi. C'est un avis personnel, mais en tant que veto, moi, je suis très, très exigeant là-dessus. Je pense que les résidus, ça doit être vraiment, hein, quelque chose qu'on ait toujours en tête. Et donc, tous les produits qu'on met dans les ruches pour traiter varroa, c'est une exception, hein, parce qu'on n'a rien le droit de mettre dans les ruches sauf pour traiter varroa. Et donc, il faut être assez vigilant de ce côté-là. Là, on propose actuellement des quantités de produits, des compléments alimentaires comme pour les humains. Là aussi, il va falloir faire très attention parce qu'il y a des produits qui ne sont pas sains et qu'on ne devrait pas utiliser. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à la nutrition des abeilles, mais je pense qu'on a des déficits en certains acides aminés, mais qu'on risque, à vouloir trop bien faire, à amener des produits qui ne sont pas désirables, hein, dans nos ruches. il y avait une autre question concernant, en dehors de la ruche, où se fait infecter l'abeille en dehors de la ruche, hein, par le varroa. A priori, peut-être sur des fleurs, mais ça doit être axé. Principalement les fleurs, hein. Donc, mais pour moi, l'entrée est principalement
par comment on appelle ça, par les pillages, Le quoi. pillage, ouais. Ça, on a un gros souci à ce niveau-là, hein, les gens qui font lécher des cadres comme ça un peu pour tout le monde. Et ce système de piégeage qui est préconisé actuellement avec des cires fermentées avec du miel, moi je suis fortement opposé, même s'il n'y a pas un accès direct des abeilles là-dessus, mais on a quand même des spores, on a énormément de choses qui restent dans les cires, donc ne mettons pas de cire dans les pièges. Moi, je me bats, hein, je me suis attrapé avec Monsieur Jaffray là-dessus, et je pense qu'il y a une erreur importante à ce niveau-là. Son piège n'est pas attractif. Il serait beaucoup plus attractif avec les appâts classiques. Et donc, ne laissons pas traîner. Hein, vous nettoyez des cires, vous laissez tomber à côté de vos ruches. Je regrette, c'est vous favorisez le développement de la loque américaine. Et les spores de loque américaine, ils résistent 40 ans, hein, dans le sol. Donc, n'en râle. C'est vrai qu'on peut rajouter que lorsqu'on fait notre récolte de miel aussi, hein, les cadres, on les met lécher sur les ruches et pas à l'extérieur, comme tu l'as dit, et ça évite pas mal de problèmes. Oui, mais c'est vraiment la technique à utiliser et essayer de ne pas les mélanger en plus, hein, ce qui est un peu plus compliqué. Mais si on remet à chaque ruche ses propres hausses, bon, c'est quand même assez facile dans les petits ruchers de noter comme ça tous les, tous les hausses. Alors, il y a une autre question. Le traitement thermique est-il durable? Est-ce que ça suffit? Une seule fois suffit? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de ce traitement-là, traitement thermique. Mais comme tout traitement, si on a une réinfestation derrière, malheureusement, on repart encore une fois sur un nombre de varrois élevé. Alors, je ne sais pas, peut-être que Patrick pourrait aussi répondre. Il est avec moi en Slovaquie. Hein, les Slovaques utilisent ça depuis longtemps. Et donc, c'est une technique qu'il faut renouveler. Donc, c'est quand même assez chronophage. Mais c'est une technique quand même qui est intéressante et qu'on voit utilisée par des pros. En France, il y a un pro qui a 250 rues, je crois, qui l'utilise. Et donc, une seule fois n'est pas suffisant. Hein. Mais, Patrick, je te donne la parole. Ah, on ne t'entend pas, Patrick. Patrick, je vois que ton micro est activé, mais on ne t'entend pas du tout. Patrick, ça ne marche pas. Hein? Non, ça ne Bon, marche en pas. attendant qu'il reprenne la parole, il y a Ouais. aussi, si c'est bon? Non? Donc, en attendant qu'il reprenne la parole, il y avait une autre question par rapport au cadre avec jambage. Est-ce que cela ne perturbe pas trop les abeilles, création de cire et travail sur des larves en continu? Si la technique est utilisée seulement en fin de saison, est-ce que cela peut suffire? Alors attention avec en effet le retrait de couvain de mâles, c'est-à-dire qu'il faut le faire avec bon escient, hein. On a quand même besoin de mâles, excusez-moi, on a quand même besoin de mâles dans la nature pour pouvoir féconder nos reines. Ouais. Donc il faut mettre un cadre à jambage, il ne faut pas en mettre trop. Mais encore une fois, c'est un moyen de faire diminuer la pression du varroa. Ce n'est pas ça qui va vous permettre comment faire disparaître le varroa. Et c'est un excellent moyen pour compter aussi le varroa Alors et de moi, je pense savoir que si. Là, vous m'entendez? Ah, si Patrick veut répondre, oui. Vous ouais, m'entendez là? on Oui, là, on t'entend. t'entend, c'est formidable. Oui, super. Oui, effectivement, on était ensemble il y a un an hein, déjà, juste avant le confinement. Il y a une chose sur le traitement thermique, c'est que c'est très, très chronophage. Parce que non seulement il faut prendre la reine, il faut l'isoler, donc on sort chaque cadre, et il faut éplucher chaque cadre sans trop les brutaliser pour enlever toutes les abeilles et ne mettre dans la boîte que les cadres sans abeilles. Et ensuite, il faut, quand on les remet en place, au bout de 2 heures et demie, on les a bien sûr marqués, identifiés, etc. Il faut traiter l'ensemble des phorétiques avec de l'acide lactique. Il pulvérise un acide doux qui n'est pas connu et qui permet de tuer tous les varrois phorétiques. Et on repasse encore 10 jours après avec cet acide lactique sur toutes les abeilles. Donc c'est quand même très, très, très chronophage. Par contre, le résultat est magnifique. On a 98% de réussite sans chimie. Hein. Voilà.
Et effectivement, on a vu des professionnels avec des drones, ils avaient mis dans des champs, parce que tous les Autrichiens, les Allemands, les Tchèques, les Slovaques, les Suisses, ils sont là-dessus, hein. Donc, ils ont des groupes électrogènes avec deux appareils par groupe électrogène. C'est une armée de personnes, quoi. Mais ça marche, hein. Oui, bah, c'est vraiment intéressant ce que tu dis et donc on compte sur toi pour nous faire une bonne étude et nous tenir au courant des avancées de ton Ouais, travail. Hein, tu es un ouais. observateur attentif et donc tous les gens Oui. qui investissent là-dedans, je crois qu'il y a François Rabas qui est un vétérinaire là, qui va participer à la journée du 14 octobre, qui en a acheté un aussi et donc on attend comme ça des infos. Et je pense que c'est un peu comme l'engagement de Rennes, hein. Il faut s'y mettre et après, quand on a l'expérience, ça va un peu plus vite. Alors voilà, c'est indispensable de marquer les rênes. C'est indispensable. Le nombre de fois où on les manipule, donc c'est pas réservé. Tout le tout venant des apiculteurs de loisirs n'est pas concerné, hélas. Non, non, donc pour moi, c'est vraiment une technique d'avenir, hein. Tant qu'on utilise des produits chimiques, Oui, si ça fait on 10 arrive à ans. faire ce Ça type fait de… 10 ans qu'ils le font. Donc on a du recul, hein. Oui, oui, donc c'est vraiment une méthode qui, on voit qu'elle fait ses preuves. Ouais. Mais cette année, et puis alors, donc, il faut être deux. Je pense que pour faire ça, il faut être deux. Donc j'ai la chance d'être avec Bruno Stagnito qui nous écoute. Et tous les deux, on va le faire, quoi, sur toutes les ruches systématiquement. On ne s'arrête pas à savoir s'il y a une ruche qui est contaminée ou pas. On traite tout le monde, y compris les mâles, hein. Et le couvain ouvert ne souffre pas parce qu'on est dans une atmosphère de saturation d'humidité. La montée thermique est progressive, c'est pour ça que ça dure 2h20. Et il y a une sonde, bien sûr, qui mesure tout, mais c'est assez pointu, quoi. Et quand on dit que l'appareil est coûteux, oui, il est coûteux, mais il y a un peu d'électronique et un peu de mesure dedans. Alors là, il y a des subventions qui vont venir dans le cadre du plan pollinisateur, mais bon, c'est pour les pros. Et cet appareil serait pris en compte, hein, parce qu'en Slovaquie, ils payent 50% de l'appareil. Enfin, c'est l'État qui prend en Ah oui, charge. oui, c'est ça, c'est ça. En Tu fais bien de France, le dire, absolument, absolument, absolument. Et d'ailleurs, les mêmes États ont interdit depuis toujours les traitements chimiques. Là-bas, la mitrase n'existe pas. C'est interdit. Donc, ils sont allés au bout de leurs convictions, ces États. Et donc, en France, on est très, très loin de cette progression, il faut se le dire. Donc, ça ne peut être que des initiatives très personnelles et il faut reconnaître assez onéreuses, hein. oui, oui, mais donc là, nous, on compte toujours sur des gens comme toi là, qui vont de l'avant. Et donc, si tu peux tout Ah, merci. noter et Ouais. puis nous faire même une petite publication à l'occasion. Ce sont des méthodes qui demandent à être connues et même s'il y a un Ouais. investissement au départ, il faut beaucoup de personnel, hein, un petit peu comme pour le retrait de Couvamal. Je vois, il y a Gwenaël Delamarche en Bretagne qui a 800 ruches, qui s'est mis au retrait de Couvamal. Il a calculé le temps passé, etc. Et c'est très rentable, hein. On voit par rapport à la quantité de miel qu'il produit en plus et tout, ça vaut vraiment Ouais. le coup. Et donc, ce sont des techniques qu'il faut favoriser. Et tout à l'heure, je voulais rajouter pour le retrait de couvain-mal, pour moi, c'est une méthode de sélection, parce qu'on n'a aucun problème, hein, Gwenaël Delamarche l'avait remarqué, vous ne faites pas de retrait de couvain-mal sur quelques ruches que vous avez contrôlées d'abord, hein, et vous essayez de laisser des ruches sur lesquelles vous voudriez que ce soit ces mâles-là qui fassent la reproduction, et vous faites ça quand vous avez 100 ruches, vous laissez 3-4 ruches, et sur tout le reste, vous faites votre retrait de couvain mâle, et je vous assure que ça marche très très bien et que vous n'avez aucun problème de reproduction, hein. C'est vraiment Ouais. ce qui a été publié dans la revue La Santé de l'abeille. Et Étienne, je voudrais rajouter que la motivation a été également sur l'élevage des rennes. Je me suis aperçu, pour avoir fait un stage à l'NRCA et juste avant de me décider, c'est que le varroa, c'est vraiment le pire des ennemis pour tout élevage de rennes, si tu veux le faire. Ça touche, tu le sais mieux comme moi, les rennes elles-mêmes, mais également tous les mâles, hein. Et donc, avoir une garantie de qualité anti-varroa, ça passe par l'hyperthermie, quoi.
Et donc, il y avait une remarque sur les cires. Vous savez que nos abeilles, elles ne font plus assez de fabrication de cire. On a des réserves en abeilles cirières qui ne sont pas utilisées. Et c'est ce qui est dommage. Et on sait que les ruches se portent beaucoup mieux quand on fait travailler les cirières, quoi. Et donc, avoir des cadres comme ça où on oblige les abeilles à cirer, en fait, vous savez que dans des ruches, on a toujours des abeilles paresseuses. Et donc, les faire bosser, c'est bénéfique à l'équilibre sanitaire de la ruche, quoi. Donc, pour moi, ça, c'est pas un problème. Après, je salue Odile Fage, notre vétérinaire, qui nous dit qu'il ne faut pas utiliser cette méthode trop tard en saison. Moi, personnellement, je la préconise, et c'est ce qui a été fait en Bretagne, en avril et mai, quoi. Si vous faites 2 ou 3 fois, vous pouvez démarrer début mai et vous enlevez 22 à 23 jours plus tard. Vous faites votre premier retrait de couvain mâle. Et au début, on préconisait 3 retraits de couvain mâle. Moi, je pense qu'avec 2, on a vraiment le troisième, on n'a plus trop d'intérêt. Donc déjà, on fait 2 retraits de couvain mâle à 23 jours d'écart ou 24 jours maximum. On a un excellent résultat. Mais c'est vrai que ça n'est pas à faire en fin de saison. Là, c'est une erreur. Juste une chose, Patrick, je vois que tu as pas mal de connaissances sur la partie traitement thermique. Tu sais que tu peux soumettre un article à la santé de l'abeille pour expliquer Oui, non, ce non, que je l'ai tu fait. fais Non, j'ai pas assez pratiqué. Attends. et ton retour d'expérience. Non, c'était juste en passant comme ça. Ah oui, oui, oui. Non, mais il y en a d'autres qui le font. J'ai été à des conférences à Avignon. Il y a une Mexicaine là, qui est américaine, qui a fait aussi des travaux sur l'ozone. Mais il y a des gens qui publient en fait, il faut laisser venir aussi l'expérience. Non, mais les retours d'expérience sont toujours bons à prendre et à Oui, expliquer pour les gens qui débutent, justement. c'est ça. C'est bien noter tout ce qui est fait, etc. Et puis un beau jour, ça peut donner une Voilà, ça peut. vision. Mais Sinon, c'est il y avait important. Alban, pardon, il y avait Alban qui souhaitait prendre la parole également. Alban, si tu veux, toujours avec un peu de retard. Oui, bonjour à tous. Didier, j'ai pas mal de petites questions sur ta présentation, mais ça va être rapide. Et puis je me permettrai, si ça va à tout le monde, de faire des petites remarques sur toute la discussion qu'il y a eu entre Patrick et Étienne, là. Alors, par rapport à ta présentation, Didier, déjà bravo, hein, très bonne présentation. Très bonne présentation. Est-ce que je sais que tu as utilisé Happy Live pendant un certain temps? Est-ce que tu as couplé Happy Live avec le retrait de couvain mâle ou pas? Oui. Ça marche Et bien. l'acide. Oui, ça marche. Ah, oui. Ah, tu faisais les 3? Oui. D'accord, bon, bah, ça marche forcément, quoi. Ok. Après, par rapport à ton petit diaporama sur Apivard, là, tu t'es arrêté, bon, j'ai pas tout noté, mais tu t'es arrêté tu as parlé de 2015, 2016 pour leurs résultats, le pourcentage d'efficacité, tout ça. Juste, c'était pour notifier que j'ai plus les dates en tête, mais je crois que leur test FNOSAD, c'est dans la santé de l'abeille, hein, en 2018 ou 2019. Ils avaient montré pour la première fois une efficacité qui était moins bonne de Apivard et même qui était enfin, pas bonne du tout. En tout cas, qui était en dessous de 80%. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais voilà, c'était juste pour le. Oui, mais là, c'était pour bien faire comprendre que voilà, le taux d'efficacité pouvait varier d'une année à l'autre Ouais. et qu'il ne fallait pas se fier à celui qui était indiqué sur le produit, quoi. Alors Alban, là, je pense qu'il y a un gros souci. On a un mésusage des médicaments vétérinaires, et notamment par les pros. Et donc, tous ces gens... Non, mais moi, je le dénonce au niveau de la DGAL. Et les pros ne sont pas conscients que de laisser de l'apivard pendant tout l'hiver et de ne retirer qu'au printemps, c'est tout ce qu'il faut pour créer des résistances. Alors, une année, ça va marcher, et puis au bout de 2 ou 3 ans, on aura des abeilles résistantes. Donc, c'est quand même un peu dommage, quoi. Et donc, je pense que les gens, moi encore dernièrement, il y a un pro avec 1000 ruches qui m'a dit, mais moi, je n'utilise que de l'apivard, je respecte bien l'ordonnance et avec ça, je n'ai pas de souci, il fait ses comptages. Avant, il faisait systématiquement en hiver de l'acide oxalique. Maintenant, il fait ses comptages et depuis 2 ans, il n'a pas fait d'acide oxalique en hiver et il était à moins de 1 varroa par jour en hiver, quoi. Et donc, il y a moyen quand même, si on travaille correctement, si on surveille, si on l'utilise au bon moment, s'il y a besoin, on peut faire en période de rupture de couvain ou
rupture provoquée, on fait de l'acide oxalique. Et moi, je dis, parce que tout le monde crie, et au CNOPSAF cette semaine, ça a été encore le cas des professionnels qui ont dit, mais on n'a pas, sur les 14 médicaments disponibles, on n'a pas de traitement efficace contre le varroa. Non, je ne suis pas du tout d'accord. On a des médicaments qui sont efficaces à condition de bien les utiliser et donc de bien choisir la période, la durée d'action, etc. On sait que l'apivar, les 15 premiers jours, il n'est pas efficace. Alors l'apitrase, par exemple, que nous, on n'a pas voulu utiliser au niveau du GDSAIF, hein, l'apitrase était à peu près équivalent à l'apivar. Et là, l'année dernière, c'était l'inverse. Les résultats sur l'apitrase ne sont pas bons du tout. Et donc, c'est comme toujours. Les gens, on se précipite et on finit par prendre de mauvaises habitudes et on n'utilise pas comme il faut les médicaments. Tu avais encore autre chose à rajouter alors ? Oui. Ah bah oui, j'ai dit que j'avais plusieurs questions. Par rapport à l'hyperthermie, là, un truc que moi j'ai entendu parler depuis assez longtemps, mais que j'ai jamais utilisé, j'ai jamais vraiment lu de choses. Je ne savais même pas qu'ils faisaient ça en Slovaquie, mais c'est très bien. Et bah là, c'est plutôt Étienne, tu as parlé d'un pro qui avait 200 ruches qui faisait ça. Et moi, tout de suite, quand j'ai vu la présentation de Didier, que j'ai vu 2h20, parce que grosso modo, c'est 2h20 par ruche ou 2h20 à la limite. Je ne sais pas comment est l'appareil, mais tu peux peut-être mettre le couvain de 2 ruches sans les mélanger, bien sûr. 2h20 par ruche, c'est la folie, quoi. Moi, j'ai 200 ruches. Non, c'est pas 2h20 pour une ruche. Hein. Non. Tu mets 40 cadres, tu mets 40 cadres de couvain. Ok. Donc, et puis ensuite, tu mets 2h20, tu mets ce cycle démarre, donc tu fais ton repas, à ce moment-là, tu manges. Tu fais une dizaine de ruches, quoi. Et quand tu reviens, c'est fini. Des grosses ruches, quoi. Voilà, tu reviens, c'est fini. Tu remets les 2h20, c'est un gros repas. Hein. Tu traites, tu vas chercher les autres à suivre. Et puis, quand tu relances le deuxième cycle, une fois que tu as fait, tu vas traiter je te l'ai dit, les cadres qui sont à nouveau pleins d'abeilles avec l'acide lactique. Et puis, bon, effectivement, là, tu prends un bon livre, ou tu prends La santé de l'abeille avec toi, puis tu la lis, quoi. Et si tu fais 2 cycles dans la journée, tu as une grosse journée, quoi. Et tu fais 80 cadres. Alors, je te l'ai dit, les professionnels, je les ai vus, ils sont en camionnette, ils ont un groupe électrogène dans la voiture. Oui, c'était ma question. 2 blocs, ils sont à 2 par varrocontrôleur. Un qui est dans la ruche, qui contrôle tout. L'autre qui manipule, qui enlève les abeilles. Parce que j'ai trouvé un éplucheur de cadres. C'est génial. Aujourd'hui, les gens qui secouent ou qui passent du balai, ça ne va pas. C'est l'appareil qui avale les cadres avec deux brosses souples. Ça rentre dans un tiroir en dessous. C'est une fabrication artisanale. C'est super. Et donc, les abeilles ne sont pas énervées. Surtout quand tu fais ça au mois de juillet. Je veux dire, au mois de juillet, il y a du monde qui veut piller, qui veut manger. Ouais. Et donc, le tiroir est plein. Tu le remets dans la ruche. Tu refermes. C'est tranquille. C'est bien, quoi. OK. Ouais, donc, Patrick, moi, je te propose d'embaucher un caméraman et puis tu filmes quand tu fais ton intervention. Ah ben oui. Tu nous fais un petit film pour YouTube et on fait ça, donc on compte sur toi. On est preneur. C'est intéressant, ouais. Non, mais cette discussion est intéressante hein, parce que c'est une technique, comme toute nouvelle technique, elle demande à être maîtrisée et quand on la maîtrise, après, on laisse, on a de meilleurs résultats et on peut la diffuser. Et le SAD a déjà fait une petite présentation à ces dernières journées techniques. Je pense qu'il faut qu'on progresse sur ce sujet. OK. Et du coup, je rebondis et après, je reviens à mes questions. Hein, je vous avais prévenu, j'en ai pas mal. Patrick, ton éplucheur à cadres, là, ça m'intéresse parce que c'est jamais un plaisir de secouer les cadres, mais c'est pas non plus envisageable de les brosser un par un, quoi. Ah oui, puis ça me sert aussi quand je lève les hausses. La chasse-abeille n'a pas enlevé toujours toutes les abeilles. C'est sûr. Donc, ça les cale. Je me mets devant ma voiture, c'est sur une batterie, c'est tranquille, quoi. OK. Alors ça, c'est un truc artisanal qui est fait en Slovaquie et que le type importe. Là, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, au Nazik, là, Yann. Ça vaut pas très cher, ouais, ça vaut 250 € l'appareil complet avec. Et c'est très facile à nettoyer parce que faut vous dire qu'en fait, dans un rucher, quand on ramasse du miel inévitablement hein, sur les pales, sur les petites brosses en plastique souple. Hein. Donc, il faut savoir le nettoyer, mais dans un fond sur un toit,
à l'envers, hein, rempli. Donc, je le nettoie très facilement. À l'écart, les moteurs électriques ne sont pas mouillés. C'est super, quoi. Et puis, bien sûr, tout le reste, c'est du plastique facile à nettoyer. Bon, voilà. L'eau de Javel, du coup. Oui, voilà, c'est ça. On pourra mettre les infos sur le site. Et les abeilles ne remontent pas parce que le mur est fait par le haut avec les trucs qui tournent, vous voyez. Et elles tombent dans le tiroir. Donc, c'est sympa, quoi. Oui, il faut filer les coordonnées. Qui vous donne ces coordonnées, Étienne, pour que ça soit diffusé? Ça, on va le mettre sur le site. Hein. Sur le site, c'est plus simple. Donc, je t'écris, je te fais une photo. Oui, tu m'envoies Hein, j'avais partagé aussi un YouTube avec David Desproges qui est à Montmorency, qui s'est équipé également. Il est en bio. Il démarre l'aventure cette année. Donc, on est deux à Montmorency à avoir des systèmes. Ah, t'es à Montmorency? Ouais. Ok. Alors, il y a une petite remarque sur la brosse, là. Bon, évidemment, ça vient de la part de notre veto, qui dit qu'en est-il du nettoyage de cette brosse vis-à-vis de la dissémination des... L'eau de Javel, on a dit. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est nettoyable très facilement. Oui, non, mais avec quoi? Parce que si on... Ah ben je te dis, tu prends un fond, un toit renversé, moi j'ai un produit qui nettoie le miel, donc parce que c'est du miel, hein, puis la propolis qui est dessus, donc ça va. Et puis pour le reste des coffres en plastique, tu utilises l'eau de Javel, c'est ça? Ça suffit. C'est sec, hein? Alors vas-y, Alban. Alors, après, donc on revient à Didier pour le comptage varroa. Je fais ça depuis longtemps. Je sais que tu fais ça depuis longtemps aussi. Juste savoir, tu utilises quoi comme graisse pour les langes? Alors, moi, je mets des feuilles blanches, tout simplement. Il n'y a pas de graisse? Non. Ok. Non. Après, le seul problème, c'est les fourmis. Hein. S'il y a des fourmis. Bah, du coup, avec la graisse, tu n'as plus de fourmis. Oui, voilà. Mais voilà, je ne mets pas de graisse. Des feuilles blanches et ça marche très, très bien. Ok. La graisse à traire pour les vaches. Ouais, bah oui. Faut avoir des gens qui traitent des vaches dans le coin. Moi, j'utilise une margarine. Je ne suis pas très fier, mais voilà, ça coûte pas cher et c'est pratique à étaler sur les langes. Ouais. Un gros truc de beurre, quoi, de margarine, et puis j'étale ça direct via le petit cube de margarine, quoi. Le Saint-Doux aussi, ça marche bien. Le Saint-Doux, oui, ça doit marcher. C'est pas cher du tout. Ouais, le Saint-Doux, ça marche bien, effectivement. Et c'est facile à étaler aussi au pinceau, du coup. Du coup, j'avais même question pour le comptage, Didier, même diapo, je veux dire, par rapport au comptage sur l'ange. C'est quoi tes sources de chiffres? Parce que moi, je n'ai pas du tout les mêmes. Et ça fait longtemps que je n'ai pas bossé sur mon petit document là-dessus. Là. Mais moi, c'est celle que j'ai trouvée face. Parce que moi, c'est les chiffres FNOSAD, hein, ouais. il me semble. Hein, donc, mais j'ai croisé à plusieurs. J'en ai trouvé aussi comme toi différentes. Et bon, ça se joue à pas un grand nombre de varrois. Et c'est celle qu'on trouve sur Internet, sur la FNOSAD, etc. Hein. D'accord. Il faut juste peut-être revérifier, mais en général. Alors, je peux rajouter aussi que le EasyCheck, là, maintenant, il est prévu pour travailler aussi bien avec le sucre glace qu'avec les autres produits liquides. Ok. Oui, ça, ils l'ont rajouté dans les EasyCheck, ouais. Et après, moi, j'avais... alors, c'était plus vraiment des questions, c'est plus des petites remarques sur tout ce qui s'est dit depuis tout à l'heure. Ça va être rapide. Voilà, l'acide oxalique par rapport à la question est-ce qu'on peut en mettre dans les cadres et par rapport surtout à la migration des produits dans le miel. Moi, j'ai utilisé longtemps le produit Max pendant 5 ans. Et après, on a vu dans les études qu'il y avait de l'acide formique en quantité non négligeable et même trop importante dans le miel. Donc, notamment pour ça, j'ai arrêté. Et du coup, la remarque, c'est que l'acide oxalique, moi, je l'utilise liquide. Et du coup, c'est direct sur les abeilles. Et du coup, en fait, c'est pas en contact avec la cire des rayons. Et du coup, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, le risque de migration des molécules non désirables dans le miel est beaucoup moins important que si on balance des molécules dans le miel qui restent dans les cires comme à peu près toutes les molécules, parce que c'est du gras. Et après, il y a risque de migration dans le miel. Voilà. Donc, je trouve que c'est pas mal non plus de ce point de vue-là. C'était une petite remarque. Pour remettre le miel, éviter le pillage et donc infestation varroa d'une ruche à l'autre. C'est un témoignage. Hein. Moi, j'ai 200 ruches et je remets
chaque hausse sur chaque ruche. C'est pas compliqué, ça me prend 2 minutes. Je mets un petit scotch papier, j'écris dessus le numéro de la ruche sur chaque rucher. Et je fais ma récolte. En fait, je mets les 4 dans l'ordre dans mes centrifugeuses. Je les revide dans le même ordre. Donc, à 1 ou 2 cadres près, tout le miel revient dans sa ruche. Et c'est pas plus de temps, c'est juste de l'organisation en plus. Et évidemment, je mets tout ça sur chacune des ruches à travers le nourrisseur pour qu'elles viennent lécher. Je fais jamais de pile de hausse. J'ai jamais fait ça en fait. Petite. Merci pour ton témoignage, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien faire passer comme message. Hein, c'est vraiment un des moments où la contamination est la plus risquée, donc c'est vraiment la façon dont il faut travailler. Ouais. Et vraiment, hein, j'insiste, hein, ça demande vraiment pas plus de temps. Et encore une fois, bon, chacun a sa pratique, mais voilà, à 200 ruches, j'y arrive très bien. On y arrive très bien, puisque j'ai un salarié, des stagiaires, machin. Il faut juste bien expliquer. C'est un bout de scotch avec écrit dessus le numéro de la ruche. Donc franchement, très très faisable par tout le monde. Ensuite, les autres marques que j'avais, c'est par rapport au couvain mâle. Effectivement, tu l'as dit, Étienne, il y a je crois que c'est la santé de l'abeille 2019, il me semble, où il y a ce breton dont j'ai plus le nom en tête, super article pour décrire comment faut faire, une bonne manière de faire, que Didier a bien développé aussi. Moi, je fais le couvain mâle à la fois, pendant longtemps, j'ai fait avec un cadre de hausse. Et là, en fait, comme j'utilise beaucoup de cadrage en bâche, je le fais directement sur le cadrage en bâche. Bon, c'est un petit peu embêtant parce qu'il faut les repérer. Hein. Quand tu mets un cadrage en bâche, suivant le moment de la saison, elles vont faire du mâle ou du femelle. Et puis bah, après, il faut sélectionner. S'il y a beaucoup de mâles, ça devient un cadre à mâle. Une fois qu'il est marqué, c'est bon. Si elles font des ouvrières, bah, moi, je laisse faire les ouvrières, bien sûr. Mais cette technique de retrait de couvain mâle, elle est très bien en termes d'indicateur de dynamisme de tes colonies. Ça veut dire que, en fait, quand tu viens toutes les 3 semaines, tu fais ton retrait couvain mâle, même s'il y a un décalage d'une ruche à l'autre, évidemment, et d'un rucher à un autre. Une ruche qui ne fait pas de couvain mâle, c'est une ruche qui ne fera pas de miel, en gros. Et pour faire très rapidement, soit elle a essaimé, soit elle n'est pas en bonne santé. Donc, c'est aussi un très bon indicateur en plus de tout le reste que ça amène. Voilà, donc plus de miel, de récupérer la cire qui est de la très bonne cire qu'on considère comme cire d'opercule que moi je remets dans mes cires gaufrées, etc. etc. Voilà pour les petites remarques. Après, je vais essayer de faire vite. Il m'en reste 2. Hein. Je peux rajouter quelque chose là. Ce qui est important, c'est le positionnement de ce cadre qu'on va mettre. Oui, c'est vrai. Pour récupérer. Donc, il faut qu'il soit vraiment mis fin mars, quand on fait visite de printemps, on peut le mettre en bordure, en rive. Et après, on le met en bordure du couvain. Et c'est là, parce que parfois, il y a des gens qui nous disent qu'ils ont des échecs, il n'y a pas eu de couvain de mâle de fait. Et en fait, s'il est bien positionné, ça marche parfaitement. Ouais, c'est une expérience à acquérir. Après, on a parlé pas mal de marquage de rennes. Moi, je le fais que depuis l'année dernière parce que depuis l'année dernière, je fais l'encagement des rennes et acide oxalique. Et bon, bah, oui, c'est un peu technique, ça prend un peu de temps, mais quand même, une fois qu'elle est marquée, voilà, dès qu'on a un doute, quand on prend ses notes, machin et tout, si elle est marquée, bon, si le marquage y reste, au moins ça permet de savoir quel âge ont les rennes. Et ça, pour moi, dans ma pratique, c'est hyper important. Dernière remarque, là, c'est n'y a-t-il pas un risque d'accoutumance à utiliser chaque année de l'apivard, hein? Vous savez qu'il est préconisé tous les 4-5 ans d'utiliser autre chose. Malheureusement, ce qu'on utilise, c'est de l'apistan, hein, qui, lui, est très lipophile et donc on a des résidus de façon conséquente. On a beaucoup plus de résistance parce que c'est un produit qui est très utilisé en arboriculture et donc on peut l'utiliser. Il y a les autres GDSA en région parisienne le font. Moi, au niveau de GDSAIF, je ne le préconise pas trop. Hein, c'est quand même un produit qu'on retrouve après beaucoup dans les cires. Et les pros qui n'utilisent que de l'apivard, finalement, ceux qui travaillent bien, n'ont pas de ce problème de résistance. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de bon usage, hein, de l'apivard. Et là, on peut l'utiliser régulièrement. On a chaque année les gens qui nous questionnent, qui veulent absolument de
de la piston. Moi, je ne suis pas persuadé. J'aimerais bien qu'il y ait des études qui soient faites là-dessus, parce qu'on a toujours dit ça. C'est une habitude qui est prise, mais je pense qu'il vaut mieux utiliser du retrait de couvain à mâle, des choses comme ça, pour diminuer la pression, et on aura de la pivar qui continuera à être efficace si on veut l'utiliser, en sachant qu'on peut aussi s'en passer, quoi. Donc, il y a différentes façons de travailler. Et moi, je remercie Didier pour toute son intervention, parce que vraiment, c'était très, très clair. Et la discussion qui a suivi là, a été vraiment passionnante.